Merci Yann. Eh ben, on a les petits soucis techniques, mais juste 2 3 minutes de retard. On a donc un bon quart d'heure devant nous pour peut-être répondre aux questions, interpellations de la séance d'avant. Et puis après, moi je vais promener aussi le micro dans la salle pour... voilà. Oui, alors pour la remarque, cher monsieur, je vous rejoins en partie. Alors, on a abrégé compte tenu qu'il nous avait été annoncé dans un premier temps qu'on n'avait que 15 minutes pour présenter les. Donc, notre écrit vous permettra de voir qu'effectivement le mouvement est un peu plus complexe. Néanmoins, c'est ce que j'ai indiqué, ce que nous avons indiqué, c'est bien depuis 1964 le champ d'activité, c'est ça que j'ai indiqué. Donc le champ d'activité du régime des calamités agricoles mis en place en 64, c'est bien lui qui a diminué. Les montants, c'est autre chose. Et sur ce point, là où je vous rejoins, et là on va commencer peut-être à pouvoir discuter, c'est que il y a eu une évolution parallèle de la philosophie des assureurs, philosophie qui est normalement, les assureurs font de la mutualisation des risques, des au pluriel. Et ils sont arrivés à faire une mutualisation par cette anti-sélection qui est des emplois. Et c'est la même chose dans tous les autres domaines, le risque médical, etc. On arrivait à faire une mutualisation du risque. Qui pose quand même un vrai problème sur l'économie de l'assurance et notamment la fondation elle-même de la relation contractuelle des adhérents dans une mutuelle ou potentiellement des assurés dans une société plus capitalistique. Deuxième chose, c'est que derrière ça, derrière ce mouvement et ce transfert des charges qu'on observe dans votre domaine, c'est qu'il y a un véritable problème, puisqu'il faut quand même le rappeler que la plupart des sociétés d'assurance, et même les mutuelles qui sont quand même constituées beaucoup en SA aujourd'hui, sont quand même des sociétés commerciales. Et il y a un vrai problème de transparence sur deux choses, transparence sur les contrats. J'ai bien entendu le discours que j'imagine, où j'ai appréhendé l'assureur qui était peut-être derrière votre qualité. Et là, c'est l'ancien cadre de grandes compagnies d'assurance qui vous parle. Il y a toujours un problème de transparence sur les chiffres par les assureurs et sur les contrats. Les contrats, première chose, on les a demandés à plusieurs assureurs. Soit on n'a pas de réponse, soit on vous dira un peu plus tard. Sur les chiffres, je vous invite tout à chacun à aller lire les 3 derniers rapports de la CPR, l'autorité de contrôle, sur les résultats records année après année, ces 3 dernières années, des assureurs globalement. Alors vous avez cité un S sur P, un ratio sinistre à prime, qui était faible mais encore positif. J'aimerais bien voir effectivement accéder et auditer l'ensemble des dossiers. Et vous savez que les sinistres sont sur des questions d'évaluation forfaitaire ou au réel, sur des reports d'évaluation des assureurs sur des années, et que cette technique mathématique de l'approche des chiffres, ils veulent tout et rien dire, ils sont parfaitement instrumentalisables. Donc ça mériterait d'être vérifié, et je pourrais vous en parler pendant des heures sur d'autres domaines. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, mais qui invite en tout cas les assurés à bien comprendre que derrière ça, il y a quand même d'autres difficultés. On pourra en parler longuement. Très bien. Très bien. On va finir. Oui, alors moi j'ai une petite question. On m'entend là? Oui, très bien. C'était par rapport en fait à la présentation. À un moment donné, je n'ai pas compris le coût. Il était évoqué en fait 1400 € par hectare du coût. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est le service ou si c'est l'assurance. Et l'autre remarque que je me faisais, c'est que nous, BSF, en fait, on fait aussi des OAD. On propose des OAD qui ont un coût. Donc, et on n'a pas d'assurance. C'est-à-dire qu'il est possible d'utiliser les OAD sans assurance aussi. Enfin, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Donc là, on s'est mis dans un schéma où on a l'impression qu'il faut utiliser un OAD, il faut assurer l'OAD pour que ça marche. Non, non, l'OAD, il marche sans assurance aussi. Hein. C'est comme ça que ça marche, le business. Hein. Ici, on parle du business de l'assurance ici. Du coup, en fait, on voit l'interaction de l'assurance comme un site. Enfin, un OAD peut aider l'assureur à rentrer dans une démarche qui a des vertus agroécologiques. C'est ça qu'on dit. Hein. On dit, il peut avoir une envie. Il y a des gens qui font du bio sans s'assurer. Hein. Donc, votre remarque est à la fois juste. C'est juste qu'on était dans une autre perspective. Alors, Oui, est-ce que si je peux, les surcès affichés par Groupama sont réels? Oui, ils sont même examinés. Il y a eu une évaluation à mi-mandat, à mi-parcours du programme d'aide à la... Voilà. Après, bien sûr, un contrat d'assurance s'analyse sur le marché.
Et donc, ça va, bien sûr, Groupama vise à atteindre ses équilibres sur le marché agricole ou sur d'autres marchés. Il vise quand même un intérêt pour lui-même, c'est normal, ça fait partie de ses missions hein, de gagner de l'argent pour fonctionner. Pour autant, pourquoi on arrive à des S sur C dégradés? On sait bien que le risque est systémique. Donc il y a forcément des années où tous les risques se cumulent. Dans d'autres, c'est vrai au niveau géopolitique, hein, on parle maintenant de polycrise, hein, donc c'est des mots nouveaux ou des expressions qui prennent plus d'ampleur. Voilà, des crises qui arrivent en même temps, et donc des S sur C dégradés, ça arrive en climatique, on s'y attend. Et suivant qu'on prenne la moyenne mobile sur 1 ou 2 années qui dégradées, on arrive forcément à des chiffres qui sont supérieurs à 100%. Est-ce qu'en soi, ça veut dire qu'on paye plus en moyenne ou en espérance que ce qu'on gagne? Des fois, oui, si on tarifie mal ou si on n'arrive pas à capter la prime à la hauteur. Parfois, non. Donc, ces chiffres-là, du coup, même s'ils ont été réellement payés à l'agriculteur, il faut voir les... On s'entend que du fait du caractère systémique, il suffit de changer d'année et on arrive à un autre chiffre. Est-ce à dire que sur l'ensemble de la période, il a été bénéficiaire? Je n'ai pas étudié la question, hein, c'est encore un autre problème. Okay. Mais après, c'est aussi des choix stratégiques de l'assureur lui-même. Hein. On n'est pas... c'est pas parce qu'un assureur paye plus ou moins que ça change la stratégie ou les difficultés qu'on mentionnait ici. Voilà, on n'est pas dans le tarif actuariel que vous pratiquez. Hein. Ce n'était pas là l'objet. L'objet, c'était vraiment de voir si... il y a une adéquation entre les deux objectifs étatiques et la construction des contrats et leur incitation. Très bien. Cécile Aubert, pour répondre sur la question des données qui ont été... Non, en fait, alors, ce que je voudrais mentionner, c'est effectivement les OAD, ils existent en l'absence d'assurance. Et par exemple, des SITRET, dans une version pas aussi élaborée que celle que Marc a testée avec Buzet, Tutiak et Groupama, existe et est vendue très peu cher. Si je me trompe pas, Marc, c'était 350 € pour les coopératives et 250 pour les viticulteurs tout seuls, pour l'ensemble de l'exploitation. Or, il y a très peu de personnes qui le prennent. Donc, l'assurance, c'est aussi un moyen incitatif pour inciter à l'adoption d'une technologie. L'adoption d'une technologie qui inclut l'OAD en tant que telle. Donc, c'est très intéressant pour nous de voir que l'assurance va mettre cette adoption de l'innovation, c'est-à-dire des pratiques culturelles différentes, grâce à l'OAD. Par ailleurs, c'est aussi très intéressant parce qu'aux États-Unis, il y a eu un gros débat là avec la réforme, le fait qu'ils remettent en place des systèmes d'assurance. L'assurance peut, et les subventions peuvent parfois, ralentir les efforts d'adaptation. Et dans un contexte de changement climatique, on ne veut surtout pas que l'assurance conduise des exploitants à rester sur des techniques et sur des terrains qui ne sont pas favorables. Or, avec une assurance verte qui est appuyée sur un autre outil, en combinant les outils, on peut traiter ce problème d'adaptation. Voilà. Je laisse Yann et Marianne répondre s'ils veulent plus développer ça. Merci. Juste en 2 secondes, 1400, c'était le coût public. Donc c'est l'intervention du pouvoir public quand effectivement il y a sortie de route, exemple 2022. Voilà. Et effectivement, ce que dit Cécile est hyper important. Quand l'expérience Vitirev a démarré, par exemple, il faut voir que sur des caves coopératives qui sont déjà quand même très en avance sur des réductions d'IFT, etc. La première année où l'OAD a été testée, je vois bien les coups de fil entre la technicienne de la cave, j'ai en tête notamment de Buzet et Marc, en disant « ton outil nous dit de ne pas les traiter aujourd'hui. On va dans le mur, on sait qu'on va se planter. On est dans le cadre expérimental, assurantiel, on y va, on le fait. Mais on sait qu'on va parler de pertes. » Et à la fin d'année, il n'y a pas eu ces pertes. Voilà. Donc en fait, je pense que l'OAD tout seul, c'est parfois difficile. Dans le cadre en plus où là, on est un OAD qui fait vraiment arriver sur la ligne. Vous avez vu les potentiels de réduction. Donc en fait, l'assurance, effectivement, comme le dit Cécile, est là pour inciter, rassurer. Monsieur. Oui. Ouais. Je ne sais pas si ça marche. Oui. Moi, c'était plutôt 2 commentaires. Le premier, c'est vrai que les risques sont tellement différents entre le risque climatique et le risque dont on parle sur les maladies. Entre guillemets, le risque climatique, que vous soyez bon techniquement ou pas bon techniquement quand vous conduisez votre vigne, vous le prenez, c'est pas de votre choix, quoi. Il vous tombe dessus. Et tout le monde est frappé de la même manière. Alors qu'effectivement, la question de l'OAD, etc., de est-ce qu'on suit l'OAD ou pas suivre l'OAD, on a notre expérience technique derrière aussi qui peut venir influencer.
Et le résultat à la fin de la perte de rendement, elle peut être différente selon comment on a appréhendé le risque technique et notre expérience technique pour le mettre. Donc je trouve que ces deux risques qui sont vraiment très différents, je trouve ça assez difficile à comparer. Et puis après, mon deuxième commentaire, c'était par rapport au résultat de l'étude que vous venez de nous présenter, la question du public qui serait intéressé des bio, par rapport avec la question de l'incitation aussi. Ça paraît assez intuitif, entre guillemets, comme résultat, parce qu'effectivement, des publics bio, ils vont déjà sur un marché où le marché, finalement, valorise la prise de risque de ne pas utiliser certains phytos. Donc la prise de risque, elle est valorisée, elle a déjà une valeur. Ce qui n'est pas le cas pour des gens qui réduiraient des phytos sans avoir un label permettant de leur valoriser leurs produits sur le marché aussi. Oui, alors c'est intéressant parce que par exemple, si je devais passer au bio demain, donc je me coupe l'accès à une certaine partie d'intrants, alors j'ai peut-être envie de maximiser les intrants qui me restent. Et du coup, pas être forcément dans une démarche de réduction des IFT. C'est intuitif, mais pas tant que ça non plus. C'est-à-dire que là, on s'est adressé vraiment à un outil qui amène à réduire les IFT au niveau minimum. On est bio de la même façon qu'on a un IFT à 20, qu'on a un IFT à 6. D'accord. Donc j'entends bien ce que vous dites, mais c'est pas si intuitif que ça. Et sur le premier sujet, alors tout à fait d'accord, on est sur des risques de nature différente, d'origine différente. Par contre, ils sont fortement corrélés. Alors ils sont corrélés déjà au démarrage. La pluie est un très bon exemple. Hein. La pluie peut arriver à un niveau tel que s'il y a un dommage mécanique, etc., on arrive à être du côté de ce qui peut être assuré par les MRC. Et puis la pluie est à l'origine du mildiou. La pluie peut être aussi à l'origine d'une impossibilité d'aller dans les parcelles pour faire un traitement qui s'avère nécessaire. Donc en fait, il y a quand même une corrélation. Et puis à la sortie, il y a aussi pour l'assureur et son expert qui vient sur le terrain, la difficulté de dissocier entre, oui, vous avez de la perte par rapport à un potentiel de rendement que j'avais évalué, mais finalement, est-ce qu'il vient plutôt du gel que vous avez eu 2 mois avant ou de la maladie dont vous me parlez. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on se disait que associer les deux vient soulager une partie de cette difficulté d'association des pertes à un risque en particulier. Okay. Alors Nicolas Châtelain et puis Stéphane Cadou. Oui, bonjour. Donc, vous m'entendez? Oui. Donc Nicolas Châtelain, MS Reinsurance. Donc je suis réassureur. Et donc le but, si on peut résumer en un mot, le but de la réassurance, c'est de mutualiser au niveau international ce que l'assureur mutualise grosso modo au niveau national. Je voudrais reprendre un petit peu ce qu'a dit Baptiste Dubois concernant les résultats de l'assurance récolte. L'assurance récolte est très déficitaire depuis 10 ans. J'avais des chiffres qui étaient un peu supérieurs à 106% de surpay. Ces chiffres sont parfaitement vérifiables. Il s'agit d'une assurance qui est subventionnée et qui est extrêmement contrôlée par l'État. Sur le périmètre récolte, l'État est lui-même contrôlé par la communauté européenne qui finance les subventions. Ces chiffres-là ne souffrent, à mon avis, d'aucun doute. Alors, je voulais revenir sur un débat un peu plus, disons, large, sur le problème du risque moral. Vous l'avez mentionné, l'étude est très intéressante. Le risque moral, en fait, est présent. Et pour autant, tout le monde essaye d'avoir des garanties qui soient des garanties totalement exhaustives. Et la technique assurantielle, c'est justement, il y a des exclusions. Mais ces exclusions ont pour une grosse partie l'intention d'exclure le risque moral de la garantie d'assurance. Et je reprends la question l'intervention qui vient d'être faite, c'est-à-dire que autant ce que nos amis anglais appellent Act of God, ce n'est pas du ressort de l'agriculteur, autant le management en termes de phytosanitaire, en termes même éventuellement de date de semis, de date de récolte, tout ça c'est quand même du ressort de l'agriculteur. Et c'est là-dessus que je pense que le problème de fond est, c'est-à-dire comment l'assureur peut assurer en tout risque sans déresponsabiliser
l'agriculteur. Et évidemment, une déresponsabilisation de l'agriculteur, outre les problèmes moraux que ça peut générer, ça veut dire des sinistres supplémentaires, ça veut dire une cotisation supplémentaire, ça veut dire un attrait moindre de l'assurance, et blablabla, etc. Voilà, je pense que c'est un sujet vraiment très très pointu sur cette partie-là. Merci. Une petite réaction. Ensuite, Cécile Aubert, des réponses courtes pour que tout le monde puisse parler. Et puis Stéphane Cadou. On va peut-être prendre 2 questions et puis après on répondra, on fera un dernier tour de réponse avant d'aller déjeuner. Donc, j'y vais. Stéphane Cadou, Terrinovia. Une petite réaction, commentaire par rapport à ta présentation, Luc, sur le chiffrage en fait, où tu l'as dit, c'est un chiffrage brut et qui ne tient pas par exemple compte du coût d'expertise qui serait nécessaire derrière, et je me disais, ça ne tient pas compte non plus du coût d'accompagnement des agriculteurs à la mise en œuvre de la démarche, par exemple Colza Robuste. Pour le coup, nous, Colza Robuste, c'est pas un OAD, c'est vraiment une démarche qui nécessite un accompagnement. La partie zéro insecticide, ça c'est encore une autre étape. C'est quelque chose qu'on est en train d'expérimenter avec un groupe d'agriculteurs qu'on accompagne vers cette direction zéro insecticide. Et là, on voit bien l'effort d'accompagnement que ça nécessite. Alors, tout ça pour dire, c'est pas pour ça que ça veut dire que c'est l'assurance qui doit porter ce coût d'accompagnement, mais quelque part, c'est un coût qui existe et que mieux on accompagne, plus on dérisque, donc moins ce sera cher pour l'assurance, mais plus il y a un temps passé, un coût à l'accompagnement. Donc voilà, je me dis au moins il faut en tenir compte, et ça fait un petit peu écho, je pense aussi à ce que disait Cécile sur le besoin de beaucoup de surveillance sur l'approche Viti. Je trouve ça, voilà. Très bien. En 2 mots. Alors. Une remarque complémentaire sur notre collègue qui a abordé une distinction qui était très très importante sur l'assurance individuelle et collective. Et là, c'est plus le juriste qui vous alerte sur cette distinction. J'intervenais hier dans un colloque sur la loi Hamon, les 10 ans de la loi Hamon. La loi Hamon a inséré un article L129-1 au Code des assurances qui a créé cette première définition légale de l'assurance collective de dommages. Elle n'existait pas, mais à l'alinéa 4, il a exclu les risques professionnels. Ce régime renvoie à un contrat d'assurance individuelle. S'il était appliqué, ça veut dire que vous êtes dans une assurance collective, mais l'assureur, quand vous avez un ou plusieurs sinistres, peut vous résilier comme un contrat individuel. Selon le choix de la nature du régime juridique, vous pourrez potentiellement être dans une adhésion obligatoire, et là, ce n'est pas l'assuré ou l'adhérent individuellement qui peut résilier, mais c'est que le contrat et son groupe. En tout cas, ces contrats sont intéressants, notamment adhésion obligatoire, parce que vous avez une force de négociation plus importante. Vous avez une force dans cette négociation qui vous permet d'avoir des garanties généralement plus larges, des coûts réduits, etc. Ne pas oublier, quand même sur la remarque économique, alors je n'ai pas la même définition de la réassurance qui est une cession des risques et qui sont également des commerçants, mais juste une remarque, ne pas oublier au passage le chargement dans les entreprises et puis les commissions des intermédiaires, les commissions au passage et parfois des délégations de gestion des sinistres qui sont des doubles commissions. Mais ça, c'est important, intéressez-vous. Merci. Cécile Aubert. Oui, merci. Je vais juste rebondir sur l'aléa moral parce qu'effectivement, en général, quand on a un problème d'aléa moral, on veut pousser les gens dans une direction. Donc, par exemple, vous faites attention quand vous garez votre voiture, il suffit de mettre une franchise. Et la franchise, ça va pousser dans la bonne direction. Ici, on a un problème parce qu'on veut pousser on a 2 dimensions un peu différentes qui sont que on veut que nos agriculteurs ils fassent des efforts de protection des cultures, mais on veut qu'ils fassent plus d'efforts de surveillance des rangs dans la vigne, par exemple, etc., plus d'efforts de main-d'œuvre, de suivi et d'adoption de nouvelles technologies, et moins d'utilisation de produits phytosanitaires. Donc, en fait, si on a un seul outil et qu'on a 2 directions, on peut pas, ça suffit pas. Donc, on a les exclusions de garantie, on a les franchises, mais ça suffira pas. Il faut absolument, pour que ça soit efficace, qu'on ait quelque chose de conditionnel à ce respect du protocole de traitement. Et Dimitri et Baptiste l'ont bien dit, c'est compliqué de surveiller ça. Et nécessairement, il faudra avoir une conditionnalité qui est relativement complexe. J'espère que le développement des outils
de l'agriculture digitale, hein, permettra d'enregistrer plus facilement, de surveiller plus facilement, etc. Mais la franchise seule, elle suffit pas. Et effectivement, on a toujours cette distinction entre le climat pour lequel les risques sont globalement, en caricaturant, exogènes. C'est pas vrai parce qu'on peut faire des choses contre la grêle, etc. Mais c'est relativement exogène, et les maladies où il y a une part beaucoup plus endogène au comportement des agriculteurs. Et donc c'est vrai que ce type d'assurance demande beaucoup plus d'informations et de conditionnalité. Merci. Sur les coûts, puis après on arrêtera. Sur les coûts, clairement, la question du partage des différents coûts, que ce soit des coûts liés à la prévention, à l'indemnisation, c'est une question qui est essentielle et où il y a des équilibres à trouver et sans doute des nouveaux équilibres à trouver parce que le suivi du risque sanitaire en fait, exige en fait souvent un suivi continu tout au long de la campagne, ce qui ne correspond pas à la pratique traditionnelle en risque climatique où en fait on constate la survenance de l'aléa puis le dommage à la récolte. Alors, il y avait encore 2 questions et puis après on arrête. Alors, moi j'avais une question, mais du coup qui sera assez courte parce que vous venez juste d'en parler. C'était sur la capacité à surveiller le contrôle du respect, par exemple, du protocole dans VitiREV. Qu'est-ce qui a été mis en place aujourd'hui? Est-ce que vous travaillez dessus? Est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes qui sont travaillées? Et sur la question de la diffusion et de l'appétence de ces outils, est-ce que le fait de devoir se justifier, de donner éventuellement des justificatifs, est-ce que c'est un frein aussi à l'adoption de rentrer dans ce schéma-là? Est-ce que ça complique finalement le protocole administratif? Dernière question derrière et puis après... C'était plus une réaction parce que j'ai l'impression que un des gros facteurs limitants est cette question de distinguer les pertes dues au climat versus les pertes dues à la pratique, etc. Est-ce que, comme l'a montré le monsieur qui parlait de l'expérimentation, est-ce qu'il ne serait pas possible d'intégrer dans le contrat d'assurance le fait de mettre en place ces fameuses bandes non traitées pour avoir cette information-là hyper spatialisée et précise du coup, et de réfléchir à son financement? Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez... Alors, je vais essayer de faire une réponse très rapide aux 2 questions. Oui, on a le contrat expérimental, il a beaucoup marché sur la confiance que nous a accordé Groupama, qui a bien tenu jusqu'en 2022. Après, bon, il y a un petit peu de prise de recul. On a défini, c'est relativement, j'allais dire, assez théoriquement facile de définir le chemin de protection idéal. À partir de ce qu'on connaît, à partir de l'état de l'art, on peut dire voilà ce qu'on pense qu'il faut faire. Ça devient beaucoup plus difficile de fixer l'écart type acceptable par l'assureur. C'est-à-dire je ne peux pas traiter le jour J, je le fais le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc là, l'écart type qu'on va tolérer, il n'est pas facile à faire. Et donc ce travail s'est fait à partir d'outils qu'on va faire converger, parce que là on utilise différents outils. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va créer un outil visant à développer d'abord le cahier des charges de manière consensuelle entre nous, pour savoir les informations facilitées pour le viticulteur et ce dont l'assureur a besoin, pour essayer d'intégrer tout ça. Et puis, comme d'habitude, j'ai zappé la 2e question. Les bandes non traitées, très juste remarque. Là, c'est à titre perso, je considère que ça devrait être obligatoire sur les exploitations. Voilà, parce que on a fonctionné depuis 70 ans sans ça. Moi, ça fait maintenant 20 ou 30 ans que j'essaye de motiver les gens pour avoir ces repères-là, c'est-à-dire savoir comment mon vignoble va réagir. Et je trouve qu'on devrait collectivement avoir un témoin non traité obligatoire par exploitation et mettre cette information en réseau. Parce qu'il peut se passer, il y a tellement de variabilité que je ne peux rien avoir chez moi, mais il y a quelque chose chez le voisin. Et 1 + 1, ça ne fait pas 2, mais ça fait 3. Il faut développer ces réseaux pour